14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je suis victime d'un complot criminel, car c'était une machination criminelle, parce que moi j'ai été ciblée. J'ai rien fait de mal à qui que ce soit. Bonjour. 3 chers disparus pour une seule femme. La faute a pas de chance, à une santé défaillante et à des cœurs fragiles, à moins que ces décès ne soient dus à un cocktail toxique, un mélange de médicaments. C'est la conclusion tirée par les enquêteurs qui ont, à l'époque, au début des années 90, porté toute leur attention sur Rodica Negroiu, une aide-soignante roumaine qui avait quitté son pays pour s'installer en France. Elle va fréquenter 2 hommes, des célibataires ayant quelques économies, qui mourront à la suite d'infarctus. Des morts qui se ressemblent, des morts suspectes pour la justice, qui va condamner Rodica Negroiu à 20 ans de prison pour empoisonnement. Un feuilleton judiciaire qui n'est toujours pas terminé puisque 22 ans après sa condamnation, Rodica Negroiu vient de déposer une 3e demande en révision de son procès. C'est cette histoire, l'histoire de cette femme surnommée la veuve noire de Bradoulette, sa ville de naissance, que je vous raconte aujourd'hui avec nos invités, dont Rodica Negroiu en personne, qui a toujours répété qu'elle était innocente. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Rodica Negroiu, cette aide-soignante installée dans la région de Nancy depuis son arrivée de Roumanie, n'a jamais fait parler d'elle jusqu'à l'hiver 1990 où la police va se pencher sur son cas. Ce 17 décembre 1990 au soir, une étrange information parvient au commissariat de Vendeuvre-les-Nancy. Il s'agit d'une dénonciation. L'interlocuteur évoque le décès 3 jours plus tôt d'un ancien militaire, Raymond Jactel, 82 ans. Il était en pleine forme jusqu'à ce qu'une femme entre dans sa vie au mois d'août. À partir de là, il a connu de gros pépins de santé. En quelques semaines, il n'a plus été le même. On ne le voyait plus. Sa mort a surpris tous ses amis. Les policiers identifient la fameuse femme comme une certaine Rodica Negroiu, 50 ans, née dans la localité de Bradoulette, en Roumanie, une aide-soignante qui habite Maxville, inconnue de la justice. C'est elle qui a organisé et pris en charge les obsèques du défunt, un veuf sans héritier direct et sans famille. Le parquet de Nancy est alerté. Des doutes qui planent sur la mort de Raymond Jactel. Une enquête est ouverte. Le corps du défunt est rapidement exhumé afin que soit pratiquée une autopsie. Les légistes ne notent pas de traces de violence. Les expertises toxicologiques montrent toutefois la présence de digoxine et surtout de phénobarbital. Mais impossible en l'état d'affirmer noir sur blanc que ces médicaments ont causé l'infarctus de l'intéressé. Les enquêteurs se renseignent sur les liens qui unissaient Rodica Negroiu et Raymond Jactel. L'aide-soignante a fait sa connaissance 2 ans auparavant. Elle cherchait à acquérir une maison en Viager, mais Jactel n'était pas intéressé. Negroiu, installé dans une localité proche, va toutefois garder le contact et lui rendre régulièrement visite. Le 11 octobre 1990, Raymond Jactel est victime d'un malaise chez lui. Rodica Negroiu est présente et appelle un médecin. Le vieil homme est hospitalisé pendant 2 jours. Les enquêteurs notent que l'aide-soignante s'est fait prescrire auparavant 2 boîtes de Gardénal, médicament de la famille du phénobarbital. Le 16 octobre, de retour de l'hôpital, Jactel revoit ses dispositions testamentaires. Jusque-là, il léguait tous ses biens à un ami militaire. Dès lors, il accepte de céder en Viager sa maison et le terrain attenant à Rodica. Elle se retrouve également bénéficiaire d'une assurance vie. Le 4 décembre, 10 jours avant la mort du retraité, un retrait de 40 000 francs est effectué sur son compte. À la poste, aux policiers, les amis du défunt racontent que depuis l'arrivée de Rodica Negroiu, Raymond n'était plus tout à fait le même, il ne voulait plus voir personne, ne sortait plus. À des voisins, il aurait dit qu'il prenait des médicaments et se sentait crevé. Autant de déclarations et de faits troublants. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Le parquet de Nancy ne diligente toutefois pas de poursuite, même si Rodica Negroiu reste dans le viseur des enquêteurs. Cette femme, arrivée en France en janvier 1985, après avoir travaillé comme couturière, dactylo, ouvrière dans une usine d'ampoules électriques, puis avoir décroché son diplôme d'infirmière, a été
une première fois mariée dans son pays natal avec Hermann Goldstein, un cadre de l'administration brutalement décédé en 1982 à l'âge de 51 ans d'une insuffisance cardio-respiratoire aiguë. De cette union est né un fils, Marius, qui a suivi sa mère lors de son départ pour la France. Mère et fils se sont installés à Nancy. Rodica Negroiu a travaillé dans plusieurs établissements de santé de la région en qualité d'aide-soignante. Ses anciens collègues en font un portrait contrasté, dur et peu sensible pour les uns, énergique et travailleuse pour les autres. Nous en sommes là donc au 1er août, aux premières questions sur Rodica Negroiu. L'affaire va ensuite s'accélérer et on verra comment dans les chapitres suivants de cette heure du crime. Pour l'instant, on en reste à ce premier décès qui est considéré comme suspect par la justice. Et on en parle avec notre premier invité de l'heure du crime, Éric Nicolas. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui et d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à l'Est républicain, spécialiste des affaires judiciaires. Vous connaissez très très bien ce dossier. Éric Nicolas, un mot très simple. Je l'ai décrite très rapidement, Rodica Negroiu. Qui est cette femme qui s'est installée il y a quelques années à Nancy ? Elle est effectivement arrivée à Nancy en janvier 85. Elle avait été mariée auparavant avec Hermann Goldstein, qui est décédé lui en 82 dans des circonstances peut-être troublantes. On y reviendra. Elle est arrivée avec son fils qui était alors âgé de 16 ans et après elle avait la réputation d'envoûter les hommes et effectivement a séduit plusieurs hommes. Il faut dire, vous dites, voilà, vous dites c'est une séductrice peut-être, mais c'est vrai que c'est une très belle femme, Rodica Negroiu. Elle a de l'allure. Elle a du panache, elle a une espèce de volonté comme ça manifeste. C'était une très belle femme, je l'ai encore vue récemment, il y a 15 jours, et je peux vous dire que ses yeux bleus demeurent, même à 82 ans, magnétiques. Elle avait à l'époque une grande crinière blonde et savait visiblement parler aux hommes. Elle a un fils, Rodica Negroiu, qui vit avec elle dans la maison de Maxville. Et il y a aussi un homme dans sa vie. Il y a quelqu'un qui vit avec la mère et le fils. Actuellement ? Non, à l'époque, il y a un monsieur qui est avec elle, qui est qui est assez discret. Ce que je veux dire par là, c'est que dès lors qu'elle rencontre Raymond Jactel, elle a quelqu'un dans sa vie. Avec Raymond Jactel, elle ne partage pas la vie de Raymond Jactel. Non. Raymond Jactel, en fait, elle travaille chez lui comme aide-soignante. Elle l'a connu à peu près 2 ans avant. Et à un moment, le 16 octobre 90, elle va faire l'acquisition de la maison de Raymond Jactel en Viager pour une rente mensuelle de 2000 francs par mois. Voilà. Et ce qui va intéresser la justice au début de cette affaire, c'est de s'apercevoir que justement, cette acquisition en Viager a été réalisée 2 mois avant le décès de Raymond Jactel, alors qu'il déneigeait son jardin à Vendôme-les-Nancy. Ce qui est plutôt troublant, on peut le dire comme ça, Éric Nicolas. On peut le dire comme ça, c'est ce qui a forcément tapé dans l'œil des enquêteurs du SRPJ de Nancy. Bien sûr, ils vont être intrigués par Rodica Negroiu, qui est d'ailleurs l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. Bonjour Rodica Negroiu. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous vous retrouvez donc en ce début des années 90 au cœur d'une enquête avec la mort suspecte de Raymond Jactel, je l'ai raconté, homme que vous fréquentez, et vous allez tout de suite dire aux enquêteurs, aux policiers, et puis également à ses proches que finalement Raymond Jactel, non seulement vous n'êtes pour rien du tout évidemment dans cette mort, c'est ce que vous soutenez, mais qu'il avait une mauvaise santé, c'est ça ? Oui, il a été hypertendu et il a fait un accident vasculaire cérébral. Alors il était malade, il était hypertendu, il avait 17 médicaments. Colchimax qui contenait des phénobarbital. Certains experts ils ont dit qu'il aurait été empoisonné par phénobarbital. Ce qui est totalement faux, car le phénobarbital il faisait partie de la Colchimax. Alors, on va revenir sur ces cocktails médicamenteux parce que c'est une question quand même très spécialisée. Quel rapport vous aviez brièvement avec Monsieur Jactel ?
Mais M. Jactel, c'était une personne respectueuse. C'était militaire de carrière. Il n'avait pas d'enfant. Et pour moi, M. Jactel, c'était une personne respectueuse. On pouvait discuter. On avait fait un contrat par son notaire. Donc moi, j'ai été la personne la plus offrante. Moi, j'ai acheté la maison. Je l'avais achetée. Je ne l'avais pas reçu un cadeau. C'est que certains jaloux qu'ils voulaient avoir la maison, ils ont dit n'importe quoi que moi j'aurais eu un cadeau, la maison. C'est complètement faux. Maître Alain Bert, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Rodica Negroiu. On vient d'entendre ce qu'elle raconte, votre cliente. Juste un mot assez bref, Maître Bert, puis on va y revenir. Il y a quand même un cocktail médicamenteux dans le corps de ce Raymond Jactel à ce moment-là. Alors, dans le corps de Raymond Jactel, si on suit l'arrêt de mise en accusation, c'est-à-dire l'arrêt qui va définir l'empoisonnement, il y a du phénobarbital et on relève des traces de digoxine. Donc, qui peuvent, en un mot, simplement, on va y revenir, qui peuvent causer la mort. Ça peut causer la mort, ce cocktail. Ce cocktail peut causer la mort, tout dépend des quantités. Des posologies, des quantités. Oui. Les enquêteurs s'interrogent sur la mort de Raymond Jactel. Ils sont intrigués par le décès du premier mari, Hermann Goldstein. Ils vont désormais s'intéresser à la disparition du deuxième mari, un Français, Gérard Eluy. En retraçant le parcours de Rodica Negroiu, les policiers s'aperçoivent qu'avant de rencontrer le malheureux Raymond Jactel, l'aide-soignante a partagé la vie d'un autre homme, le dénommé Gérard Eluy, décédé chez lui à l'âge de 68 ans, une mort qui semble prêter à interrogation. Rodica a rencontré Gérard, veuf et retraité, en octobre 1985. Le couple s'est très rapidement marié. Gérard s'est rendu dans les jours suivants chez le notaire pour signer un acte de donation au dernier des vivants. Après le mariage, les proches indiquent s'être inquiétés. Gérard et lui se seraient retrouvés en mauvaise posture financière et s'en plaignaient. Il disait ne plus voir la couleur de sa pension de retraite. Il avait offert à Rodica un manteau en vison, une voiture et des meubles pour la chambre de son fils. Il confie que ce mariage est une erreur. Accompagné de ses sœurs et de sa belle-sœur, il va alors demander le divorce, puis rapidement se raviser. À partir de ce moment-là, ses proches décrivent un homme qui va s'isoler. Sa famille affirme qu'il vivait dans la terreur de sa femme, une version que démentira avec vigueur Rodica Negroiu. Dans la nuit du 16 février 1988, Gérard Eluy décède subitement. La veuve explique être rentrée à la maison vers 23h et l'avoir retrouvé ivre en train de regarder la télévision dans le salon. Elle dit tout d'abord avoir entendu du bruit et avoir retrouvé Gérard sur le sol, mort sans doute d'une crise cardiaque. Elle explique ensuite que son mari s'est couché et est mort auprès d'elle, dans le lit. Les sœurs et les enfants du défunt confient aux enquêteurs qu'ils ont pensé à une mise en scène. Ils ont même envisagé de demander une autopsie, mais l'épouse avait déjà organisé les obsèques. Face à ces questions, le juge d'instruction demande l'exhumation du corps de Gérard Eluy, mort 4 ans auparavant. Les légistes ne notent pas de traces de coups. La toxicologie permet toutefois de détecter la présence de digoxine, une substance contenant de la digitaline. Il pourrait s'agir d'une intoxication chronique. Aucune prescription de digoxine n'a été délivrée aux retraités. Rodica Negroiu, hérité de ses biens et après 2 ans de mariage, avait droit de toucher la pension de reversion de son mari. Une deuxième information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte. Le 9 juin 92, la PJ de Nancy interpelle Rodica Negroiu et son fils Marius, 24 ans, chez eux à Maxéville. La mère est mise en examen pour les empoisonnements de Raymond Jactel et Gérard Eluy, le fils pour vol. Une perquisition conduite dans la maison de Maxéville a en effet permis de découvrir une grande quantité de meubles de valeur, certains ayant appartenu à l'un des décédés, Raymond Jactel. Un vase de la cristallerie Gallet, d'une valeur de 30 000 francs, est également retrouvé dans une pièce. Il avait disparu en 1990 au domicile d'une femme chez qui Rodica Negroiu faisait le ménage. L'aide-soignante est incarcérée. Elle nie en bloc toutes les accusations. Elle n'a jamais empoisonné qui que ce soit. Elle n'a rien volé. Et ses objets, même les plus précieux, lui appartiennent depuis longtemps. Elle est victime, dit-elle, de témoins jaloux et xénophobes qui tout simplement ne l'aimaient pas.
Et on retrouve dans l'heure du crime l'un de nos invités, Éric Nicolas, journaliste à l'Est républicain. Je précise, Éric, que vous êtes en direct dans l'heure du crime depuis le bureau RTL de Nancy, avec à vos côtés, et je le salue, Dimitri Ramelot. Chaque fois, effectivement, ça a l'air d'être une habitude, chaque fois Rodica Negroiu, elle est en quelque sorte dénoncée par les proches des défunts, parce que ils estiment que ces personnes étaient en bonne santé et que tout d'un coup, elles ont changé d'attitude. Oui, tout à fait. Comme pour Raymond Jactel, pour Gérard et lui, sa famille va s'apercevoir que l'homme commence à s'isoler, à être coupé du monde et devient même, dans son cas à lui, craintif, puisque au moment où Rodica Negroiu habite enfin avec Gérard et lui, ils dorment à 2 étages séparés et lui s'enferme parfois dans sa chambre durant la nuit, prend un air de bœuf pour assurer sa sécurité. Et il a vraiment peur, c'est ce que dit la famille, c'est ça ? Ah oui, la famille dit qu'il a vraiment peur et qu'il est vraiment craintif et qu'il craint pour son intégrité physique. Alors il y a aussi, Éric Nicolas, l'affaire de ces meubles, de ces objets qui auraient été subtilisés, dérobés après les morts, peut-être, on ne sait pas. Mais ça rajoute au trouble parce qu'on se dit que finalement il y a un mobile, c'est peut-être l'argent dans ces histoires. Alors l'argent, c'est très certainement le mobile, par rapport notamment à l'acquisition de la maison en Viager. Pour Gérard et lui, les deux souhaits de Rodica Negroiu, c'était d'acquérir la nationalité française qu'elle a obtenu en janvier 88 et Gérard et lui est décédé le mois suivant, et en janvier 88 elle venait aussi d'obtenir le droit de retoucher la reversion de la pension de son mari en cas de décès. Donc là encore, comme pour Raymond Jactel, il y a une coïncidence au niveau des dates qui pose un gros souci. Pour en revenir aux objets qui ont été découverts, effectivement, rue de la Justice à Maxéville, c'est une véritable caverne d'Ali Baba qui a été découverte, avec de multiples objets de collection, des meubles et notamment des vases galets qui ont été pour une partie acquis chez une vieille dame chez laquelle Rodica Negroiu intervenait, mais également chez Raymond Jactel visiblement. Rodica Negroiu, je voudrais qu'on revienne sur la mort de Gérard et lui, qui a été votre mari. Là, vous allez vous expliquer à l'époque, et vous allez d'ailleurs continuer à le dire sans arrêt, vous avez toujours dit que votre mari était mort à cause de son mauvais état de santé. Mon Gérard, il est décédé de sa maladie. Il a travaillé à l'usine d'acier avec beaucoup de substances toxiques, avec amiante, qui a tué des milliers de personnes en France. Et alors, ils ont dit n'importe quoi, que je l'aurais empoisonné. C'est totalement faux. Ils ont dit que mon Gérard, il était empoisonné par moi. C'est totalement faux, car ils ont découvert à l'autopsie qu'il était diabétique et qu'il était alcoolique. Je suis innocente. J'ai été innocente et je suis innocente. Alors oui, c'est ça, c'est ce que vous répétez évidemment, et que vous allez continuer à le répéter, même si la justice ne vous croira pas. Encore un mot, Rodica Negroiu, la mort de votre mari, Gérard et lui, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça a été un choc pour vous ou pas ? Bah oui, parce qu'il était mort à côté de moi dans le lit. Et j'ai mis la main sur le front, il était froid. Alors c'était un choc pour moi, vous savez. C'était mon ami, c'était lui qui me protégeait. Et que je ne peux pas accepter des choses comme ça. Et les années qui sont passées, que j'ai perdu, pas au niveau mari, j'ai perdu un vrai ami, une personne forte psychologiquement, et qu'il était ancien combattant, et que je n'ai même pas mes droits de veuve d'anciens combattants. Maître Limbert, on vous retrouve dans l'heure du crime, vous êtes l'avocat de Rodica Negroiu. Alors, il y a 2 décès suspects, chaque fois il y a des médicaments. J'ai envie de dire, Maître Bert, je sais que vous êtes l'avocate, évidemment, l'avocat de Rodica Negroiu, mais j'ai envie de dire, ça fait beaucoup. Oui, mais c'est toujours la même logique. Quand vous commencez à construire un mobile et que vous essayez ensuite de faire rentrer les faits
dans la démonstration du mobile, on arrive à ça. Oui, mais maître, là, excusez-moi de vous couper, mais on construit un mobile, mais là, il y a des faits quand même, il y a des médicaments chaque fois dans les corps des victimes, on est d'accord ? Mais oui, mais il y a des médicaments. Monsieur Jactel, il est décédé à 82 ans, alors qu'il avait déjà fait auparavant un AVC, et en déblayant de la neige dans son jardin, et en faisant un choc cardiaque. Et les médicaments qui sont retrouvés dans son corps, tout au moins en ce qui concerne le phénobarbital, c'est un médicament qui avait été prescrit par son médecin. Il n'y a rien de plus normal que des gens de 82 ans prennent des médicaments. Mais encore une fois, c'est le hasard qui fait que chaque fois Rodica Negroiu est auprès de ces personnes qui décèdent et dont elle hérite les biens. Voilà, c'est les questions qu'on peut se poser tout de même. Mais oui, mais c'est quand on reconstruit l'histoire a posteriori. La problématique d'un empoisonnement, c'est pas ça. La problématique, c'est de savoir si vous avez fait ingérer des produits mortifères à celui que vous êtes censé avoir empoisonné. Rodica Negroiu conteste le point fort de l'accusation, à savoir les expertises toxicologiques. Analyse et contre-analyse, l'enquête va alors se perdre dans un dédale médical et scientifique sans que les avis ne soient totalement tranchés. Le 8 avril 1993, Rodica Negroiu est libérée après 10 mois passés en détention provisoire. L'aide-soignante n'en a pas terminé pour autant avec la justice. Loin de là, toujours suspectée de 2 homicides, elle reste placée sous contrôle judiciaire. Les experts légistes ont noté la présence dans les corps de Raymond Jactel et Gérard Eluy de digoxine, un dérivé de la digitaline, une substance qui peut provoquer un dérèglement du rythme cardiaque et le cas échéant entraîner la mort. Il se pourrait que dans le cas de Raymond Jactel, un médicament contenant de la digoxine a été associé à une autre médication, un cocktail empoisonné qui a fini par terrasser le patient, victime d'un infarctus. Une contre-expertise confiée au professeur Michel Rudler ruine totalement cette explication. Cette fois, l'analyse toxicologique utilisant une autre méthode ne détecte pas d'éléments toxiques dans les viscères et les cheveux des 2 hommes. Une 3e expertise retrouve bien de la digoxine chez Gérard Eluy, de la digoxine et du phénobarbital chez Raymond Jactel. L'accusation pointe du doigt les connaissances médicales de Rodica Negroiu, une aide-soignante qui lui aurait permis de sélectionner certains médicaments propres à déclencher un malaise cardiaque. En pleine instruction, le 28 juillet 92, le juge reçoit des informations d'un témoin, Esther Goldstein. La sœur du tout premier mari de Rodica, Esther Goldstein, explique que le décès de son frère en 1982 dans la petite ville de Buzău, en Roumanie, lui avait toujours paru suspect. Elle soupçonnait une intervention de l'aide-soignante. Le juge va ouvrir une enquête sur ce cas, enquête toutefois refermée par un non-lieu en 1997. Rodica Negroiu, décrite par les psychiatres comme une femme plus intelligente que la moyenne, mais présentant une personnalité névrotique, dément imperturbablement les accusations. Elle parle de procès-verbaux truqués, stigmatise l'animosité du juge et des enquêteurs. Elle dit ne pas être concernée par les expertises médico-légales. Maître Alain Bert, avocat de Rodica Negroiu, est invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Il y a ces analyses, ces expertises toxicologiques, elles se contredisent au début. Les experts, ils sont pas tous d'accord là-dessus. Oui, elles se contredisent au début et elles sont désormais totalement contredites par les différentes expertises que nous avons eues et postérieures à la condamnation. Je vous rappelle que Madame Negroiu est poursuivie et condamnée pour empoisonnement, c'est-à-dire qu'on lui reproche du phénobarbital chez Monsieur Jactel et de la digoxine chez Monsieur Jactel et chez Monsieur Eluy. Or, il s'avère qu'il y a eu une énorme erreur d'un des experts qui a participé à l'instruction, qui a déclaré que M. Jactel ne prenait pas de phénobarbital parmi ses médicaments. Et on en a déduit, par voie de conséquence, que si c'était pas par un médicament, c'est qu'il avait été empoisonné. Allez-y, maître, allez-y. Mais on s'est rendu compte, quelques années plus tard, et quelques années après sa condamnation, qu'en réalité, les médecins, c'est pas Madame Negroiu qui est allée voler des médicaments dans une pharmacie, c'est le médecin de Monsieur Jactel
lui avait prescrit du Colchimax et que ce Colchimax contenait du phénobarbital. C'est ça. On va y revenir parce que cette histoire de Colchimax, médicament que je ne connaissais pas, mais est importante. Mais on va y revenir un petit peu plus tard dans ce récit. Rodica Negroiu, vous aviez accès aux médicaments avec votre travail d'aide-soignante? Je n'avais pas accès à l'armoire des médicaments. Je n'avais pas accès et ça ne m'intéressait pas car je ne voulais pas avoir des problèmes. Donc, je n'ai jamais touché les médicaments, absolument pas. J'ai fait des soins d'hygiène, s'il a bien mangé, si son moral est bon, je transmettais ça à l'infirmière. Voilà. Éric Nicolas, journaliste à l'Est républicain, en direct dans l'heure du crime, ces contestations d'expertise, etc., c'est différent, ça explique une si longue instruction? Ça a l'air très long de cette affaire. Alors, il faut savoir qu'en matière médicale, les expertises sont toujours assez longues. Voilà, il y a eu 3 expertises effectivement dans le dossier initial. Une première expertise qui vient dire que chez Raymond Jactel, il y avait du phénobarbital et de la digoxine. Il a été effectivement, Maître Bert vient de le dire, montré que quand bien même l'expert avait dit qu'il n'y avait pas de prescription médicale, qui s'était trompé, que effectivement dans le Colchimax il y avait du phénobarbital, mais après il a été montré que ce phénobarbital avait été administré à des doses toxiques. Voilà. Concernant la digoxine, effectivement, il y a une expertise qui vient dire qu'il existe de la digoxine. L'expertise de Madame Rudler vient dire qu'il n'y a plus de digoxine. Et l'expertise du professeur Deveau vient dire, avant la fin de l'instruction, elle vient trancher entre les 2 premières expertises et vient dire qu'il y a de la digoxine chez les 2 hommes. Et c'est ce pourquoi, à mon avis, Rodica Negroiu a été renvoyée en 98 aux assises pour être jugée. Rodica Negroiu, renvoyée effectivement aux assises, elle dit aborder cette épreuve en toute confiance, sûre de son innocence. Elle compte bien à cette occasion de fausses déclarations, de dire qu'il y a eu de fausses déclarations, extorquées sans lunettes et sous la torture, affirme-t-elle. Ce 21 juin 1999, Rodica Negroiu, 59 ans, cheveux blonds décolorés, veste de tailleur pied de poule, comparaît libre devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Plus d'une 60aine de témoins sont listés, policiers, un directeur des pompes funèbres et même un prêtre. Après 7 ans d'enquête et de revirement, la justice espère enfin boucler l'enquête Negroiu. L'accusé également, qui se fait tout de suite entendre haut et fort. Cela fait 10 ans que je ferme ma gueule, hurle-t-elle à l'audience. Elle dit s'être retrouvée dans une cage lors de sa détention provisoire, affirme avoir été défigurée après avoir été battue au passage. Le directeur de la maison d'arrêt de Nancy est qualifié de SS. Un policier parle de la deuxième victime, Raymond Jactel, comme d'un veuf robuste qui ne souffrait que de varices à une jambe. Il rappelle que c'est à Madame Negroiu qu'avaient été prescrites 2 boîtes de Gardénal, le principe actif du phénobarbital. À propos de Gérard et lui, Mon Gérard, comme elle l'appelle, Rodica, lors des audiences, les yeux embués de larmes, un enquêteur indique que l'accusé a tout fait pour l'isoler. Il est rappelé que les 2 époux faisaient domicile séparé et que Gérard avait essayé d'échapper à Rodica en divorçant. Celle-ci sort alors de ses gonds. Médisance, mensonge, machination, crie-t-elle dans la salle d'assises. Après 10 jours de procès, l'avocat général réclame 20 ans d'emprisonnement pour la principale accusée, décrite comme enjôleuse et manipulatrice. L'avocat de la partie civile indique « Cette histoire, c'est le crépuscule des dieux écrit par Rodica Negroiu, hier encore antipathique, aujourd'hui pathétique. 20 ans de prison pour Rodica Negroiu, écroué au centre pénitentiaire des femmes de Rennes. » Éric Nicolas, journaliste à l'Est républicain et en direct dans l'heure du crime, on a l'impression que c'est un défilé de témoins à charge lors de ce procès. Oui, inévitablement, il y avait beaucoup de témoins à charge. Ce procès a été au moins aussi incroyable que celui de Simone Weber quelques années plus tôt, dans des affaires en plus où les empoisonnements qu'on reprochait aux 2 femmes auraient été commis avec le même produit, c'est-à-dire la digoxine. C'est un procès qui a duré 3 semaines avec 93 témoins, 12 experts, et qui se termine par la condamnation à 20 ans de réclusion de Rodica Negroiu. L'avocat général, lors de sa prise de parole dans ses réquisitions, a évoqué une barbe bleue en jupon,
a indiqué que Rodica Negroiu aimait les personnes âgées, l'argent et avait toujours une main qui traînait dans l'armoire à pharmacie. C'est un portrait vraiment sombre qui est dressé d'elle, hein, effectivement. 20 ans de prison, vous l'avez dit. Maître Alain Bert, j'ai parlé un petit peu de l'attitude de l'accusé. On peut pas dire que ça l'ait beaucoup aidé lors de ce procès, parce qu'elle est apparue vraiment très agressive, très survoltée. Oui, mais vous savez, c'est toujours la même problématique. Une innocente qui se tait, on se dit vous êtes tu, donc ça prouve que vous êtes coupable. Une innocente qui se révolte, on lui reproche d'être agressive. Cela dit, là, elle a été vraiment... d'ailleurs, elle avait dit qu'elle avait été menacée par le juge, qu'il y avait eu même une tentative de meurtre contre elle. Elle dit que les enquêteurs lui ont extorqué ses propos. Ça fait beaucoup quand même. Oui, alors c'est vrai qu'il y a quelquefois quelques exagérations, mais c'est pas là-dessus qu'on condamne quelqu'un à 20 ans de réclusion criminelle. Rodica Negroiu, invité dans l'heure du crime, vous aviez l'espoir de ressortir libre à l'issue de ce procès ? Bien sûr que j'étais sûre que je serais innocentée. Ce que n'a pas été le cas. Condamné à 20 années de prison, ça n'a rien fait de mal à qui que ce soit. Je n'oublierai pas. Pour moi, il faut avoir une sacrée personnalité, une morale d'acier pour pouvoir vivre Qu'est-ce que vous répondez, Rodica Negroiu, à ceux qui vous accusent d'avoir empoisonné ces hommes pour récupérer leur argent ? Je réponds que je suis innocente, que je ne savais pas leur argent. Et en plus, j'étais accusée aussi que j'aurais volé des bons de trésor appartenant à M. Jactel, en valeur de 700 000 francs. Ce qui est totalement faux, car je ne savais rien. Et mon Gérard aussi, que je me suis mariée avec lui, il avait sur son compte bancaire 500 francs. Donc, je n'avais pas de fortune. Et je suis victime d'un complot criminel. Car c'était une machination criminelle. Parce que moi, j'ai été ciblée. J'ai rien fait de mal à qui que ce soit. Encore une question, Rodica Negroiu. On dit que vous êtes fait prescrire du Gardénal, 2 boîtes de Gardénal avant cette mort. Qu'en est-il ? Vous aviez du Gardénal avec vous ? Je n'ai jamais eu prescription de Gardénal, absolument pas. Ça, c'est une invention. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'a jamais existé une ordonnance à mon nom. La justice, il n'a pas pu prouver l'existence de Gardénal. Je n'ai jamais eu. Malgré sa condamnation, Rodica Negroiu ne va pas lâcher prise, bien décidée à ce que son innocence soit établie. 22 ans après sa condamnation, elle vient de déposer une 3e demande en révision de son procès, à l'appui une étonnante découverte toxicologique. Le 24 janvier 2015, Rodica Negroiu sort de prison après avoir purgé sa peine. Alors qu'elle était incarcérée, elle a déposé 2 demandes de révision de son procès, toutes 2 rejetées. La première en 2010, la seconde en 2018. L'avocat de toujours de Rodica Negroiu, Alain Bert, avait pourtant trouvé un argument massu pour obtenir la révision. Il avait établi que la 2e victime, Raymond Jactel, prenait de son plein gré du Colchimax, un médicament contenant du phénobarbital, substance incriminée pour expliquer sa mort soudaine. L'expert a reconnu qu'il s'était trompé, mais la justice en est restée là. En 2019, Rodica Negroiu contacte le professeur de toxicologie Jean-François Narbonne, qui, en compagnie de 2 scientifiques, accepte de se pencher sur le dossier. Selon les experts, les décès de Jactel et Eluy sont parfaitement naturels, liés à leur état de santé particulièrement dégradé, des comorbidités et des associations de médicaments qui leur étaient prescrits, associations aujourd'hui interdites. À l'appui de ce rapport, une 3e demande de révision du procès vient donc d'être déposée. Ultime chance pour Rodica Negroiu, âgée aujourd'hui de 82 ans, de démontrer qu'elle n'est pas une empoisonneuse. Maître Alain Bert, vous êtes là au centre de ce combat qui s'annonce, la nouvelle demande en révision, la 3e. C'est un vrai cadeau presque tombé du ciel, ce rapport d'experts. Comment ont-ils pu arriver à ces conclusions en disant que ce sont des morts naturelles ? Alors, Madame Negroiu a bénéficié de 2 circonstances. Premièrement, l'évolution
de la toxicologie, qui est une discipline qui évolue très rapidement. Et deuxièmement, l'assistance d'un collège d'experts de réputation internationale qui a accepté bénévolement de venir l'aider. Et ils ont démontré ce que nous disons depuis la première révision, ils l'ont démontré avec une argumentation scientifique forte, à savoir que, premièrement, le phénobarbital, c'était un médicament qui avait été prescrit, et que, deuxièmement, en ce qui concerne les digoxines, qui avaient été relevées dans le corps des deux parties civiles, c'est ce qu'on appelle les digoxines-like, c'est-à-dire des faux positifs. C'est-à-dire c'est le corps qui, pour être clair, c'est le corps naturellement qui produit cette digoxine, c'est ça ? C'est-à-dire que lorsque vous souffrez de certaines pathologies, et ce sont des pathologies dont souffrait monsieur et lui et dont souffrait monsieur Jactel, l'analyse toxicologique qui est faite est faussée par la présence des composants de ces médicaments. Donc ça c'est la toxicologie actuelle qu'il a découvert, c'est le progrès de la toxicologie. Mais encore un petit mot, Maître Bert, mais ce collège d'experts n'a pas eu accès aux autopsies, etc. À ce collège d'experts, Madame Negrouillou leur a envoyé des pièces du dossier ici. Donc ils se sont penchés sur les pièces du dossier et les ont étudiées de près à la lumière des nouvelles découvertes de la toxicologie. Je résume vos propos. Tout à fait ça. Radhika Negrouillou, on entend votre avocat, Maître Alain Bert. Vous avez encore de l'espoir dans ce dossier que votre procès soit révisé? Ah bah oui, j'ai l'espoir avec toutes les découvertes scientifiques qui ont été réalisées après ça. Donc maintenant, en troisième, j'ai toujours l'espoir. J'ai eu l'espoir aussi le premier et le deuxième. Mais maintenant, il s'agit de nouveaux découvertes que la juridiction française ne connaissait pas. On vous écoute, mais ça fait 22 ans que vous répétez que vous êtes innocente. Ce sont vos mots et ce sont vos affirmations, évidemment. Et vous le répétez avec colère. Elle ne vous a jamais lâché, cette colère? Ah bah oui, je ne peux pas dire merci à la justice comme j'étais dans la détention arbitraire de cette année, qu'il m'avait volé la vie. Moi, la justice française, c'était mon ennemi pour moi. C'était comme quelque chose affreux. Et moi, je suis innocente. J'ai rien fait de mal, j'ai rien à reprocher. Rien. Éric Nicolas, vous avez le mot de la fin. On vous écoutait, Radhika Negrouillou, c'est incroyable. 82 ans, cette détermination, cette puissance. Ouais, elle était à l'image, elle a 82 ans à l'image de ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une femme combative qui n'a cessé de clamer son innocence. Maintenant, c'est une expertise privée qui est avancée par Radhika Negrouillou et Maître Alain Bert, son avocat. On va voir ce que la commission de révision va en faire, si elle se base uniquement sur cette expertise privée ou si elle-même va demander confirmation à des experts qu'elle va mandater. On va voir ce qu'il va advenir. On va voir évidemment ce que donnera cette nouvelle demande à révision, la 3e. Merci beaucoup Éric Nicolas, vous étiez avec Dimitri Ramelot en direct de Nancy, Radhika Negrouillou et Maître Alain Bert d'avoir tous été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.